Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de The Wrestling Rankings. Alors, The Wrestling Rankings, c'est un projet dont j'ai eu l'idée il y a quelques semaines de ça. Moi, c'est Steve, j'ai 37 ans et ça fait 30 ans que je suis fan de catch. J'ai suivi à l'époque le catch sur Canal+, puis sur RTL9, NT1 et ensuite sur Internet directement. Et il y a une question qui revient souvent sur les forums, les réseaux sociaux où on parle de catch, c'est quel est le meilleur pay-per-view de l'histoire. Alors je n'ai pas la prétention de déterminer par moi-même quel est le meilleur pay-per-view de l'histoire, mais j'ai décidé de vous faire une review par épisode, une review qui ne sera pas une review très détaillée, c'est vraiment juste mon ressenti sur le combat. Il y aura un peu de contexte, un peu d'explication sur les combats et surtout mon ressenti par rapport au combat, et de faire ensuite un classement des pay-per-view. L'idée est par la suite d'avoir un classement avec plusieurs compagnies, plusieurs pay-per-view et voir un peu ce que ça donne. Alors, je suis fan de catch comme je l'ai dit depuis 30 ans, j'ai découvert le catch sur Canal+ en 1995 avec la WWF qui était à l'époque diffusée par la chaîne cryptée. De ce fait, je vais évidemment commencer et par la WWF qui par la suite deviendra WWE et par l'année 1995, donc le premier pay-per-view qu'on va voir ensemble, c'est le Royal Rumble de 1995. Ensuite, on partira jusqu'à dans les années suivantes. Je ferai aussi par la suite, soit à la fin des pay-per-views de la WWF, WWE, soit par choix, par pur choix, il y a envie de changer de pay-per-view de la TNA, puisque j'ai regardé aussi de la TNA, de la AEW, puisque j'ai regardé aussi ces fédérations-là, pourquoi pas de la Ring of Honor, de la CZW, de la WCW, de la ECW, peut-être des fédérations japonaises, on verra. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un classement un peu global. Comme je vous ai dit, j'ai pas la prétention de vous dire celui-là c'est le meilleur pay-per-view, il n'y a pas de discussion possible. Au contraire, si ça peut créer un esprit de débat et qu'on puisse chacun notre tour donner nos opinions sur les pay-per-view, ce serait cool. Moi, c'est juste ça, c'est partager ma passion du catch et créer un débat. Donc voilà, on va commencer donc par le Royal Rumble de 1995. Un peu de contexte avant le pay-per-view, à savoir les champions. Le premier champion, c'est le champion de la WWF, le champion du monde, Big Daddy Cool Diesel, que vous connaissez peut-être aussi sous le nom de Kevin Nash. Diesel avait remporté le titre 2 mois auparavant, en novembre 1994, en battant Bob Backlund en 8 secondes au Madison Square Garden avec un Jackknife Powerbomb. Le champion intercontinental, c'est Razor Ramon, a.k.a. Scott Hall. Ramon avait remporté le titre en battant Diesel au SummerSlam de 1994. Et nous n'avons pas de champion par équipe au moment du pay-per-view, puisque les titres ont été rendus vacants. J'expliquerai dans la preview du match pour les titres par équipe au Royal Rumble pourquoi. La carte du pay-per-view maintenant, 5 combats, 3 matchs de championnat, 1 match sans enjeu et le Royal Rumble. Les 3 matchs de championnat sont Razor Ramon contre Jeff Jarrett pour le titre intercontinental, Diesel contre Bret Hart pour le titre de la WWF, Bam Bam Bigelow et Tatanka de la $1 Million Corporation, qui est le clan du $1 Million Man Ted DiBiase, contre le 1-2-3 Kid et Bob Sparkplug Holly pour les titres par équipe. C'est la finale d'un tournoi pour les titres par équipe vacants. Le 1-2-3 Kid par la suite deviendra Sean Waltman, Six et X-Pac. Bob Holly, lui, conservera son nom, mais deviendra Hardcore Holly. On aura l'Undertaker contre Erwin R. Shyster, IRS, l'inspecteur des impôts, comme l'appelait Raymond Rougeau à l'époque en 1995, qui fait lui aussi partie de l'équipe du $1 Million Man. IRS, dans la vraie vie, c'est Mike Rotunda, et Mike Rotunda, c'est le papa du regretté Bray Wyatt et de Bo Dallas. Et donc en main event, le Royal Rumble, cette bataille royale de 30 catcheurs qui permet aux vainqueurs de remporter un match de championnat du monde à WrestleMania 11. Alors, c'est parti pour la review. Donc le pay-per-view commence d'abord avec un petit segment très rapide, puisque, en effet, le vainqueur du Royal Rumble sera accompagné à WrestleMania par Pamela Anderson. Alors, pour les plus jeunes, Pamela Anderson, à l'époque, c'est la star de la série télé Alerta Malibu. C'est l'une des femmes qui est considérée comme les plus jolies et les plus sexy de la planète. Et de ce fait, les superstars, voilà, on a un petit segment où les superstars essayent de la séduire en lui offrant des cadeaux. Et c'est assez sympa parce que voilà, on a des cadeaux vraiment personnalisés. On voit le British Bulldog lui a offert une mascotte, enfin une peluche en forme de bulldog. Shawn Michaels, évidemment, dans son trip égocentrique comme il est à l'époque, lui offre une photo de lui-même dédicacée. Enfin voilà, ça fait passer le temps, c'est rigolo. Rien de vraiment très
très alarmant là-dessus. Le premier combat oppose Razor Ramon à Jeff Jarrett pour le titre intercontinental. Pas vraiment de contexte, on est juste sur un match de championnat mid-card. Razor Ramon, c'est le champion de la mid-card. Il affronte un heel dans la mid-card. Ça aurait pu très bien être un Razor Ramon Owen Hart, un Razor Ramon Bob Backlund ou un Razor Ramon contre Bam Bam Bigelow. Ça n'aurait rien changé au pay-per-view en tant que tel. Le match va avoir deux finishes. Le premier finish, c'est Jeff Jarrett qui va s'imposer par décompte à l'extérieur du ring. Alors en fait, Jarrett va balancer Razor Ramon par-dessus la troisième corde. En retombant, Ramon va se blesser au genou. Cette blessure va l'empêcher de remonter sur le ring rapidement. On va voir qu'il boite un peu. Et Jarrett, en voyant ça, va distraire l'arbitre, ce qui va permettre à son assistant technique, le roadie, qui futurement sera connu sous le nom de Road Dogg Jesse James, de porter un coup à l'arrière du genou de Ramon, aggravant la blessure et l'empêchant de remonter sur le ring pour le compte de 10. Jarrett remporte évidemment le match par décompte à l'extérieur, mais pas le titre, puisque vous savez, les titres à la WWF ne changent de main qu'en cas de tombée ou de soumission. De ce fait, Jarrett va un peu être déçu et va prendre le micro pour faire une promo sur Ramon en l'insultant de lâche et de poulet. Il va le traiter de chicken, ce qui veut dire poule mouillée en quelque sorte en français. Et de ce fait, Ramon va accepter, puisque lui est connu sous le nom de Mr. Machismo, va accepter de reprendre le match. Il va d'ailleurs dominer un petit peu le match, allant jusqu'à vouloir porter son Razor's Edge, sa prise de finition, sauf que son genou va lâcher, et Jarrett va enchaîner avec un petit paquet pour la victoire et le titre. Alors, le match est très sympathique, c'est un match de mid-card, il n'y a pas de choses choquantes, le match est plutôt bon, même je dirais. C'est un très bon match de mid-card, voilà. Moi, il y a juste une chose qui m'a dérangé, c'est que Jeff Jarrett a pour prise de finition la figure 4 leg lock, donc la prise en 4. La prise en 4 ne porte de pression que sur une seule chose, c'est le genou. Et durant toute la première partie du match, ce qui va devancer le décompte à l'extérieur du ring, Jarrett ne va jamais s'attaquer au genou de Ramon. Au contraire, il va porter des Irish Whip assez puissants dans le coin, donc s'attaquer au dos. Il va porter des neck breakers, donc s'attaquer au dos. Et à la nuque, il va porter des abdominal stretch. Pareil, on s'attaque au dos, mais à aucun moment il n'attaque le genou. Alors, quand on connaît le finish du combat, on comprend. C'est pour éviter justement que on se dise il a absolument besoin que le Road Dogg vienne porter un chop block pour que le genou de Razor soit suffisamment blessé pour ne pas remonter dans le ring avant le compte de 10. Mais quand on ne connaît pas le finish du match, et normalement quand on regarde un pay-per-view on n'est pas censé connaître le finish d'un match, bah c'est un peu décevant parce qu'on se dit quel est l'intérêt de Jarrett d'aller porter autre chose que des coups sur le genou. Par exemple Bret Hart ou même Ric Flair, leur finish c'était figure 4 leg lock et sharpshooter. Ça partait sur le genou pour la figure 4 leg lock, le genou et le dos pour le sharpshooter. Et bien ils attaquaient systématiquement ces parties-là. Et c'est ce qui montre un peu ce côté technicien du ring. À part ça, voilà, c'est vraiment peut-être un peu chipoté, mais c'est ce qui fait la différence dans un combat comme ça. Le deuxième combat, c'est l'Undertaker contre IRS. Alors là, il y a un petit peu de contexte. En 1994, au Royal Rumble, l'Undertaker a été envoyé dans un cercueil par Yokozuna après l'intervention de multiples heels, les Head Shrinkers, Ted DiBiase, quelques membres de la $1 Million Corporation, on avait Big Daddy Cool Diesel et Shawn Michaels qui étaient intervenus aussi. Et après ça, il avait dit qu'il ne resterait jamais en paix et qu'il reviendrait un jour. On avance au printemps-été de 1994, et Ted DiBiase, qui est celui qui avait ramené l'Undertaker à la WWF en 1990 au Survivor Series, annonce qu'il va de nouveau ramener l'Undertaker à la WWF. Et donc, on se retrouve avec Ted DiBiase qui un jour, en juin 1994, je crois, ramène l'Undertaker dans un épisode du Heartbreak Hotel, le talk show de Shawn Michaels. On ramène l'Undertaker à la WWF. On pense tous que c'est le vrai Undertaker, on a les mêmes manières, un physique plutôt correspondant, des vêtements et une musique d'entrée qui est identique. Paul Bearer, évidemment un peu surpris de ne pas avoir entendu parler de l'Undertaker avant, vient sur le ring et essaye d'attirer l'Undertaker avec son urne, et l'Undertaker vient vers lui. Sauf que DiBiase va derrière sortir une liasse de billets, l'Undertaker va se retourner vers DiBiase et aller vers les billets. Ça immédiatement fait comprendre à Paul Bearer que ce n'est pas le vrai Undertaker, et donc du coup Paul Bearer annonce qu'il va ramener
le vrai Undertaker à la WWF. Et donc, au SummerSlam 94, on a le droit en main event à l'Undertaker de Ted DiBiase contre l'Undertaker de Paul Bearer. Et on se rend compte en effet que l'Undertaker de Ted DiBiase n'est pas le vrai Undertaker. Ça débute une rivalité entre l'Undertaker et la Million Dollar Corporation. Qui va continuer au Survivor Series. L'Undertaker a le droit à un match revanche contre Yokozuna, match du cercueil. Et durant le match, il y a un arbitre spécial à l'extérieur du ring qui est Chuck Norris qui doit empêcher toute intervention. Plusieurs membres de la Million Dollar Corporation, à savoir Bam Bam Bigelow et King Kong Bundy, vont tenter d'intervenir, mais ne vont pas oser s'attaquer frontalement à Chuck Norris. Jeff Jarrett, lui, va tenter et va se prendre un high kick de Chuck Norris qui va le mettre KO. Et donc, pendant que tout le monde est distrait par ça, IRS, Erwin Archeister, va intervenir et attaquer l'Undertaker. Ça va nous mener à ce combat au Royal Rumble, où IRS, avant le combat, recrute des druides pour l'assister. Ils n'arrivent pas avec lui au Royal Rumble. Alors, au Royal Rumble, Undertaker, IRS, première chose, l'entrée de l'Undertaker, elle est absolument magistrale. C'est vraiment c'est l'une des deux choses qui m'a fait devenir fan de catch en 95. C'est l'entrée de l'Undertaker, cette stature, cette musique, voilà, cette mystique, cette aura autour de la gimmick. Et la deuxième chose, c'est Shawn Michaels, on en parlera à WrestleMania 11 quand je vous ferai la review du pay-per-view. Le combat en lui-même n'est pas excellent, on va pas se mentir. L'Undertaker est dans une période un peu compliquée puisque il est dans une période où tous les combats auxquels il participe sont compliqués. Il a des adversaires soit qui physiquement sont imposants et avec qui il ne peut pas trop faire de choses intéressantes catchesquement parlant, ou alors il a des gens qui sont complètement qui sont blancs, qui n'ont pas de substance même en heel et qui du coup n'intéressent pas spécialement les gens. Les gens sont vraiment intéressés à l'époque que par la gimmick de l'Undertaker. Le combat va d'ailleurs se terminer sur un chokeslam. C'est la première fois de mémoire que l'Undertaker remporte un combat grâce à un chokeslam. Même contre des superstars comme Jake the Snake Roberts, Jimmy Superfly Snuka, Kamala, qui était beaucoup plus imposant qu'IRS, il remporte le match avec un Tombstone Piledriver, et là, contre un IRS qui a un physique somme toute normale, il gagne qu'avec un chokeslam. Ça vous montre vraiment l'intérêt de ce combat, et l'intérêt surtout d'IRS en tant que tel. Après le combat, c'est ce qui va être le plus intéressant de cette histoire, c'est qu'après le combat, IRS va avoir les druides qui vont attaquer l'Undertaker. L'Undertaker va s'en sortir, mais ça va profiter à King Kong Bundy, qui va arriver sur le ring et va rentrer en collision avec l'Undertaker. La distraction va permettre à IRS d'attaquer Paul Bearer et de voler l'urne. Et du coup, l'Undertaker va se faire attaquer par King Kong Bundy, va se faire démolir tout simplement, qui va lui porter des avalanches, des splashs, des knee drops, des elbow drops, etc. pour le ratatiner en quelque sorte. Et surtout, Paul Bearer n'a plus cet attrait de l'urne pour l'Undertaker. Ça va créer une sorte de fragilité pour l'Undertaker qui va se répercuter dans les mois à venir. Le troisième combat, c'est le combat de championnat du monde. Diesel contre Bret Hart. Là aussi, un petit peu de contexte derrière. Bret Hart était champion du monde au Survivor Series 94 et il a perdu le titre au profit de Bob Backlund dans un match de soumission où il fallait envoyer la serviette dans le ring. La fin du combat a vu Bob Backlund porter le crossface chicken wing, l'aile de poulet comme disait Raymond Rougeau. Bret Hart est resté dans la soumission pendant plus d'une dizaine de minutes jusqu'à ce qu'Owen Hart, en excellent comédien, persuade ses parents de balancer la serviette en étant désolé de ce qui arrive à son frère, alors qu'en réalité c'était juste une ruse pour que Bret perde le titre. Donc Bret Hart, après le combat, va vendre la blessure entre guillemets, va être absent pendant quasi 2 mois. Ça va profiter à Diesel qui va se voir octroyer un match de championnat du monde contre Bob Backlund au Madison Square Garden 3 jours plus tard. Diesel qui jusqu'au Survivor Series était un heel, mais qui a complètement... mais dont les fans devenaient un petit peu appréciatifs, et donc il va devenir babyface au Survivor Series. Comment ça va se passer? C'est très simple. Au Survivor Series, il va y avoir un match des Survivor Series à 5 contre 5. Les Teamsters, Diesel, Shawn Michaels, Jeff Jarrett, Owen Hart et Jim Von Neidhart contre les Bad Guys, Razor Ramon, le 1-2-3 Kid, les Edge Shrinkers, Fatou et Samu, et le British Bulldog Davey Boy Smith. Diesel va détruire tout le monde, il va éliminer 3 personnes, le 1-2-3 Kid et les 2 Edge Shrinkers avec son Jackknife Powerbomb. Le British Bulldog va être éliminé par décompte à l'extérieur du ring, et donc ce sera un 5 contre 1 contre Razor Ramon.
Alors que Diesel peut battre Ramon avec son Jackknife Powerbomb, Shawn Michaels va insister pour lui porter un super kick. Ramon va évidemment éviter le kick qui va atterrir droit dans la face de Diesel et la Diesel va exploser et vouloir s'attaquer à Shawn Michaels. Michaels va évidemment s'enfuir, ce qui va créer l'équipe, Diesel va le poursuivre, toute l'équipe va essayer d'arrêter Diesel et Michaels mais vont se faire démolir par Diesel, ce qui va permettre à Ramon de remporter le match par décompte à l'extérieur du ring. Et derrière, Shawn Michaels et Diesel vont... Shawn Michaels va dire je ne veux plus du titre par équipe avec ce mec là, et Diesel va dire ok, on déclare forfait. C'est pour ça que les titres vont être vacants dans le combat suivant, on en parlera. Mais voilà, donc Diesel va se mériter un match de championnat du monde, il va battre Bob Backlund dans quelques secondes, et évidemment Bret Hart demande son rematch. Le match va se terminer en double disqualification, et donc en no contest, puisque Owen Hart, Jim the Anvil Neidhart, Owen Hart, Bob Backlund, Jeff Jarrett, le Roddy et Shawn Michaels vont tous intervenir pour attaquer les deux hommes. Et donc de ce fait, Diesel va conserver le titre. Alors le match est très bon. Pour ceux qui ne connaissent pas Kevin Nash à ses débuts, c'est très intéressant de le voir parce qu'on voit que c'était un très bon catcheur et que vraiment il avait du potentiel. Ça avait beau être un big guy, il était très agile et très mobile dans le ring. Après, il a eu plusieurs blessures au genou qui l'ont ralenti et l'âge aussi, qui a fait que il était un peu moins mobile dans ces dernières années. Il y a deux choses qui m'ont dérangé. La première chose, c'est que dans un match de championnat du monde, on laisse une certaine latitude aux catcheurs, mais là, on est vraiment sur deux poids, deux mesures. On a quand même le match en fait va d'abord avoir Diesel qui va porter le Jackknife Powerbomb à Bret Hart, mais qui ne va pas pouvoir faire le tomber car Shawn Michaels va intervenir et attaquer Diesel. Ensuite, Bret Hart va porter son sharpshooter à Diesel, mais Owen Hart va intervenir et attaquer Bret Hart. Et au final, tout le monde va intervenir et il aura fallu tout ça pour avoir une disqualification des deux hommes. Mais dans le même temps, Bret Hart va utiliser une chaise, ça ne gêne personne. Alors c'est un petit peu deux poids deux mesures parce que quelques mois plus tôt, Diesel et Bret Hart s'étaient affrontés au King of the Ring. Diesel avait porté le Jackknife Powerbomb, mais au moment où de faire le tomber, il s'était pris un clothesline de Jim the Anvil Neidhart et on avait eu une disqualification. Donc voilà, on a ce manque de cohérence sur la disqualification, on a quand même une triple intervention, il faut quand même attendre une triple intervention pour avoir une disqualification. La deuxième chose qui m'a dérangé, c'est que dans la preview du match, on nous dit que l'arme fatale de Diesel, c'est le Jackknife Powerbomb, et Diesel le dit lui-même, dès que je porte le Jackknife, c'est fini pour Bret Hart. Et Bret Hart, lui, il répond moi, si je te porte le sharpshooter, c'est mort. Tu ne reviendras pas, tu ne t'en sortiras pas, tu pourras qu'abandonner. Et à deux reprises dans le combat, Diesel a l'occasion de porter un Jackknife Powerbomb et il ne le fait pas. Ça manque de cohérence. La première fois, il va porter un backbreaker, c'est-à-dire qu'il va carrément mettre Bret Hart en position pour le Jackknife, il va le porter sur ses épaules et au lieu de le relâcher pour faire un powerbomb, il va juste le mettre sur ses épaules en backbreaker. Et la deuxième fois où il va porter où il va avoir cette occasion, il va porter une gut wrench suplex, alors qu'il est tout pareil, il est en position pour le powerbomb. Ça, c'est un petit truc qui me dérange parce que quand dans la preview on te dit l'arme fatale de Diesel, c'est le powerbomb, s'il le porte, c'en est fini de Bret Hart. Là, il a deux occasions et c'est pas le cas. C'est dommage, sinon le combat est très bien. Le quatrième combat, c'est donc le match de championnat par équipe, c'est un tournoi. On a Bam Bam Bigelow et Tatanka, donc de la $1 Million Corporation, contre le One Two Three Kid et Bob Holly. Entre parenthèses, le One Two Three Kid et Bob Holly n'étaient pas prévus pour ce tournoi. Ils ont remplacé les Smoking Guns, Billy et Bart qui étaient blessés. Et évidemment, comme toute bonne histoire de Cendrillon, le One Two Three Kid et Bob Holly vont s'imposer dans ce match. Alors la fin va être un petit peu... Là pareil, la fin me pose problème. C'est-à-dire que Tatanka va faire le tomber, Bam Bam Bigelow est l'homme légal. Tatanka va attaquer le One Two Three Kid à l'extérieur du ring, le relancer dans le ring. Bam Bam Bigelow va monter sur la troisième corde pour porter son Bigelow Saut. Sauf que Tatanka, sans raison, va rentrer dans le ring, insulter le One Two Three Kid et partir dans les cordes pour aller porter un elbow drop. Sauf qu'en partant dans les cordes, il fait tomber Bam Bam Bigelow de la troisième corde et il s'assomme. Et le One Two Three Kid va porter le tombé. C'est vraiment un finish qui est totalement anticlimatique et qui pour moi n'a pas d'intérêt en tant que tel. Pour moi, si on voulait vraiment avoir cette histoire de Cendrillon, il suffisait simplement d'avoir une percussion accidentelle entre Bigelow et Tatanka et avoir le One Two Three Kid qui porte un tombé, un petit paquet et victoire. Là, c'est gênant pour moi.
Ce finish est gênant pour moi, très clairement. D'autant plus qu'ensuite, Tatanka et le Million Dollar Man, Ted DiBiase, vont se barrer en laissant Bigelow tout seul. Ce qui du coup donne l'impression que c'est de la faute de Bigelow, alors que c'est pas du tout la faute de Bigelow, c'est la faute de Tatanka. Mais évidemment, ça s'est fait pour l'après-match, puisqu'à l'après-match, on voit Bam Bam Bigelow qui va être autour du ring déçu d'avoir pris un tombé par le One Two Three Kid. Et il va voir des gens rigoler de lui dans le public. Et il va arriver auprès de Lawrence Taylor. Lawrence Taylor, qui est un joueur de foot américain à l'époque, en retraite, qui a été invité par Big Daddy Cool Diesel. Et donc Lawrence Taylor va être en train de rire. Bam Bam Bigelow va lui dire, ouais, tu trouves que c'est drôle. Il va aller droit vers lui, il va lui dire, tu trouves que c'est drôle. Lawrence Taylor, il lui dit, je suis désolé, ce qui est drôle, c'est la façon voilà, il essaye de s'excuser, il lui tend la main pour lui serrer la main, et Bigelow va pousser Lawrence Taylor, ce qui va créer tout de suite un mal-être. Même Vince McMahon va être un peu malaisant, alors qu'en réalité, tout ça, c'est un work pour aller à WrestleMania, où on verra par la suite, on aura un affrontement avec Bam Bam Bigelow et Lawrence Taylor. Mais voilà. Et ensuite, on arrive au Royal Rumble. Donc le Royal Rumble, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que tout le monde connaît, 30 catcheurs. Un catcheur qui entre à intervalles réguliers jusqu'au 30e. Les éliminations, c'est par-dessus la 3e corde avec les 2 pieds qui touchent le sol. Le dernier homme dans le ring, après que tout le monde ait été éliminé, se mérite un match de championnat du monde à WrestleMania 11. Alors le Royal Rumble en 95 n'est pas le même Royal Rumble qu'on peut trouver maintenant. On a très peu de surprises et encore pas des surprises exceptionnelles. Je pense qu'il faudra attendre plusieurs années pour avoir de vraies grandes surprises au Royal Rumble. Là on est vraiment sur un mélange de mid-card, voire de jobbers. On a quand même dans le Royal Rumble des mecs comme Aldo Montoya, Mantor, qui sont pas des catcheurs vraiment très réputés. Le match va commencer avec Shawn Michaels et le British Bulldog. Et il va se terminer avec les 2 hommes. Et vraiment, le seul moment intéressant de ce Royal Rumble, c'est la pop que fait le public au moment où le British Bulldog élimine Crush, qui est le dernier homme avant, le dernier homme avant qu'on en revienne à Shawn Michaels et British Bulldog. Le British Bulldog va éliminer Crush et on va se retrouver avec les 2 premiers, Shawn Michaels numéro 1, British Bulldog numéro 2, qui sont le Final 2. Et alors là, la pop, elle est exceptionnelle. Même Shawn Michaels et le British Bulldog sont complètement surpris par la pop qu'ils prennent. Le finish, vous le connaissez peut-être, Shawn Michaels va se faire dominer par le Bulldog et se prendre un clothesline. Il va passer par-dessus la 3e corde, mais un seul de ses pieds va toucher le sol. Étrangement, tout le monde va penser que le Bulldog a remporté le match, la musique va sonner, et on va voir le Bulldog sur la 3e corde en train de célébrer, sauf qu'en réalité, le Bulldog n'a pas gagné, c'est Shawn Michaels qui va revenir sur le ring et remporter. Bon, c'est un Royal Rumble, c'est toujours difficile à noter les Royal Rumble, il se passe vraiment rien d'intéressant dans celui-ci. Bravo à Shawn Michaels par contre pour la réussite de ce spot, parce que le spot final il est énorme, vraiment il manque pas grand chose pour que le 2e pied touche. Et puis donc Shawn Michaels, le pay-per-view se termine, Shawn Michaels et Pamela Anderson qui célèbrent pour la victoire de Shawn Michaels à WrestleMania. En somme toute, c'est un bon pay-per-view en 1995. Diesel, Bret Hart et Razor Ramon, Jeff Jarrett ainsi que le Royal Rumble sont des matchs assez intéressants. Taker IRS et le match par équipe sont un peu plus difficiles. Bigelow et Tatanka. Alors Tatanka n'a jamais été intéressant en tant que heel. Bigelow, il est intéressant en tant que monster heel agile, puisqu'il porte quand même des moonsaults, des top rope diving headbutt, mais c'est pas non plus le plus intéressant. Somme toute un pay-per-view assez sympa, évidemment comme c'est le premier que je review, il est numéro 1 dans notre classement. Mais voilà, c'est un pay-per-view assez sympa qui fait le regarder ne vous fait pas perdre du temps inutilement en tout cas. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura d'autres épisodes qui vont venir. Si ça vous plaît pas, je suis désolé de vous avoir fait perdre quelques minutes de votre temps. Et puis on le garde entre nous, surtout c'est important. Je vous dis à un prochain épisode. Le prochain épisode, évidemment, ce sera WrestleMania 11. Ciao, bon dimanche.